C'est décidément un chapitre qui est loin d'être clos. Des Burundais qui fuient le pays. Rien qu'en 3 semaines, le camp de transit de Mulongwe à l'est de la RDC en a enregistré pas moins de 2000. Mais d'autres personnes qui fuient par dizaines sont signalées dans d'autres localités, toujours du sud-est de la RDC et même vers d'autres pays. Naturellement, ce n'est pas le genre de nouvelles que le gouvernement aimerait qu'elles s'ébruitent, préférant mettre en avant le retour de politiciens comme Anissé Nionguru du CDP et les siens, ou encore celui des réfugiés vivant en Tanzanie, refoulés par les autorités de ce pays. L'autre sujet qui va nous préoccuper aujourd'hui, ce sont les dégâts causés par les pluies torrentielles à travers le pays, avec par exemple Kayanza, où on dénombre plus de 250 ménages sans abri, ou encore à Cibitoke, en commune Mugina, où une quarantaine de personnes sont mortes suite à des éboulements de terrain. La question étant de savoir s'il existe réellement une politique de prévention et de gestion des catastrophes naturelles au Burundi. Et pour en parler, nous sommes avec Jérôme Kazawukeye, directeur du journal en ligne itaraburundi.com. Bonjour. Bonjour Franck. Nous sommes également avec Thierry Bizindavi de la télévision Renaissance. Bonjour. Bonjour et merci de m'avoir invité. Et bienvenue à tous les deux. Merci. Nous sommes à la 110e édition du Club de la presse. À toutes, à tous, bonjour, bonsoir, bienvenue. Jérôme Kazawukeye, vous suivez certainement de près les mouvements des Burundais qui fuient le pays. Quelle en est l'ampleur? Autrement dit, faudrait-il s'en alarmer? Oui, justement, les Burundais fuient en abondance ces derniers jours. On entend ici et là, dans le pays, au Rwanda, au Kenya, en RDC, et aussi dans les pays occidentaux, on entend que les Burundais fuient en grand nombre. Et vous, personnellement, vous en avez entendu parler avec plus de précision, par exemple pour un endroit particulier? Oui, j'ai entendu ceux qui sont partis pour le Kenya, oui, pour le Rwanda aussi. Puis en Europe, on entend des familles qui partent du jour au lendemain. Oui. Et vous pensez à quoi quand vous entendez ces gens? Est-ce qu'ils disent ce qui cause leur départ? Un grand nombre sont des membres du CNR. Ils partent à cause de la répression que fait le gouvernement du Burundi sur les membres du parti CNL. Et puis il y a d'autres familles qui voient les leurs, qui sont retournées, mais qui sont malmenés de retour. Et puis, quand vous dites qu'ils sont retournés, ça veut dire des réfugiés burundais qui sont rapatriés et qui sont malmenés par... Absolument. Il y a des Burundais qui sont rapatriés. Et si on voit des jeunes qui sont dedans, on les met quelque part. Et puis on les demande où ils étaient. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous voulez dire par les mettre quelque part? Dans les prisons. Et puis d'autres sont, comme on entend dans la société civile, il y en a ceux qui disparaissent de retour au bercail. Vous auriez des cas précis par rapport à ceux qui rentrent et qui sont dans ces conditions-là? Oui. Je n'ai pas un nombre ici, mais si je cherche, je peux trouver quelques noms qui sont en prison parce qu'ils sont accusés d'être, qu'ils étaient au Rwanda dans le mouvement rebelle, alors qu'ils rentraient tout simplement parce qu'ils sont jeunes. Il y a ceux qui se... Parce qu'ils ont le droit de retourner chez eux. Non. Ceux qui ne retournent pas comme Anissé qui est venu à bord d'un avion. Ils ont fait des check-in. Oui. On reviendra sur le cas d'Anissé Nionguru certainement et certainement sur les cas que vous êtes en train d'évoquer. Thierry Bizindavi, vous avez entendu parler de ces Burundais qui retournent, qui fuient, qui sont en train de fuir aujourd'hui. Pourquoi, selon vous, seraient-ils en train de fuir? Oui, la raison, je pense qu'elle est simple. La situation sécuritaire du moment le montre.
le justifie. La différence d'aujourd'hui et du début de la répression du régime de Nkurunziza, c'est que pour le moment, la répression... Vous voulez parler de 2015? De 2015, oui. La répression pour le moment est moins visible mais permanente. Il y a toujours de portées disparues, il y a des disparitions forcées, il y a la milice Imbonerakure qui quadrille quasiment tout le pays, et qui est en partie au pouvoir, qui a instauré la terreur. C'est cette terreur et cette intolérance de qui que ce soit qui ose ne pas être d'accord avec le parti au pouvoir. Et il y a cette intolérance qui pousse tous ceux qui sont considérés comme des opposants soit de fuir ou de s'exposer à tous les risques. Mais quand vous parlez comme ça, Thierry, est-ce que ce n'est pas le même langage que le gouvernement reproche à certains médias en disant que ces médias-là exagèrent? Est-ce que vous ne seriez pas en train d'exagérer? Non, il y a des faits qui ne trompent pas. Il y a des cadavres qui sont retrouvés dans les rivières. Il y a des disparitions forcées. Il y a des gens qui sont connus, qui sont portés disparus et que ce gouvernement ne peut pas montrer. Par exemple, ne peut pas montrer un certain Léopold, oui, Habarugira, il ne peut pas dire que l'honorable Hassano est vivant, mais ils ont été embarqués dans des véhicules du gouvernement, de la police. Et ça date de quand? De l'année passée, par exemple. Mais on est en train de parler de personnes qui fuient actuellement, aujourd'hui. cette situation sécuritaire n'a pas changé pour le moment. Cette milice quadrille le pays. Il y a dernièrement, la milice entonnait des chants avec des menaces où il stigmatisait des réfugiés internes, des déplacés internes. Oui. Il disait, il y a là-bas à côté, il y a des sous-hommes d'opposants. Nous allons les lessiver s'ils ne changent pas, s'ils n'adhèrent pas aux idéaux du parti au pouvoir. Et même actuellement, même la semaine dernière, il y a des permanences du parti CNL qui sont vandalisées. Il y a des membres du CNL qui ont été... Il y a un membre du CNL qui a été tué. Et donc, vous donnez exactement la même raison que Kazaou Keye qui parlait des membres des CNL qui fuient également. Ce n'est pas seulement ça, c'est pas seulement ça, mais aussi il ajoute d'autres indicateurs qui parlent, entre autres, le Burundi rejette toujours les rapports de la commission des experts des Nations Unies qui montrent noir sur blanc qu'il y a toujours des tueries au Burundi. Le gouvernement les rejette. Le gouvernement s'est retiré de la CPI. Il refuse toujours de coopérer avec la Cour des droits de l'homme. Ce qui est un aveu de culpabilité de la part du gouvernement de Burundi. Que dire de ce qui est encore beaucoup plus d'actualité, notamment les attaques dans la Kibira? Est-ce que vous pensez qu'il pourrait être des éléments qui pourraient pousser des populations ou des gens à fuir? Ça renforce cette terreur. Oui, le pouvoir de Bujumbura est habitué. Chaque fois qu'il y a eu une attaque, par exemple, personne n'a pas encore oublié l'attaque sur les cas militaires. Le pouvoir, les corps de sécurité se sont pris à la population civile. Oui, et même aujourd'hui, la population peut imaginer s'il y a une attaque des hommes armés, la population subit le coup. Et c'est déjà habitué. Et nous avons vu dernièrement, quand il y a eu cette attaque, exactement, à Gihanga, des gens ligotés et qui sont habillés en chemise de longue manche et personne, il y a des victimes. On ne peut pas imaginer qu'un rebelle est venu avec une chemise blanche, bien repassée, bien repassée. Et donc c'est des mises en scène. Et dans les chansons des Imbonerakure, il y a une partie de la population qui est considérée toujours comme de mèche avec les ennemis du pays qu'ils appellent Mougeri. Et aussi dans l'armée, il y a une partie de l'armée ou de la police. Et donc pour vous, tout cela constitue des éléments qui expliquent le fait qu'aujourd'hui, la population soit encore en train de fuir le pays. Même il y a ceux qui ne sont pas capables de fuir.
parce qu'il y a cette milice qui les empêche de fuir. Ceux qui parviennent à fuir, ce sont ceux qui ont la chance, qui passent dans la maille de filet. Et comment la milice peut les empêcher de fuir? Aujourd'hui, quadrille tout le pays. Et vous savez que ils ont incarné... ils ont des barrières partout dans le pays. Tu ne peux pas traverser la frontière, à moins que tu passes par des chemins qui ne sont pas connus. Sinon, ils contrôlent toutes les collines, ils contrôlent tous les passages. Et donc, oui. si je vous entends bien, ça veut dire que les gens, s'ils avaient les moyens, la possibilité de fuir, ils fuiraient en plus grand nombre. Oui. Par exemple, tu vois, ces membres du CNL qui sont persécutés toujours. Les permanences sont brûlées. Il y a même à Muyinga. On reviendra également certainement sur ces raisons-là. Jérôme, aujourd'hui, malgré le fait que vous parlez du nombre plus croissant, toujours plus croissant de personnes qui fuient ces derniers jours, et pourtant le gouvernement n'en parle pas. Pourquoi, selon vous? Justement, le gouvernement ne peut pas parler que les Burundais sont en train de fuir. Parce qu'il a intérêt à dire que le pays va bien, que les Burundais se rapatrient en grand nombre. C'est exactement le même discours qu'on a entendu au lendemain de l'attaque dans la Kibira. Ah oui. On dit que le Burundi est à 99% de la paix. Et donc, il n'a pas intérêt à dire que le Burundi va mal. Donc, c'est la couverture médiatique qui se fait au Burundi, qu'il veut que tout le monde entende, mais ce n'est pas la réalité. Mais est-ce que ce discours sert les autorités? Est-ce que c'est à l'avantage des autorités? Oui, le gouvernement a l'avantage à ce qu'on entend que le Burundi est un pays paisible, où on a à 89% de la paix, donc que même les touristes peuvent venir en grand nombre. Oui, mais est-ce que c'est le cas? Est-ce que les touristes y vont pour autant? Ce que je veux dire, c'est que est-ce qu'il a pour autant cet avantage, étant donné que les choses se savent très rapidement avec les réseaux sociaux notamment? Oui, les touristes qui viennent au Burundi voient que même échanger de l'argent, c'est un problème. Il a freiné la monnaie étrangère. Comment est-ce qu'un homme qui entend ce qui se fait au Burundi peut venir avec des devises mais pour dispenser, pour aller au lac Tanganyika et en dépenser, alors qu'il sait qu'après son départ, on va consulter les maisons d'échange où il a échangé l'argent, alors qu'il a une carte Visa en sa main. Mais sachant qu'arrivé au Burundi, il ne va pas voir ce qu'il a, même l'argent qu'il a sur sa carte Visa. Qui n'a pas cette liberté de dépenser autant qu'il veut. Imaginez, le monde actuellement utilise des cartes de crédit. Là, vous êtes en train de parler de conséquences, en fait, de ce comportement du gouvernement. Oui, mais poursuivez. C'est-à-dire que le Burundi n'est pas visité, n'est pas en paix. Donc, il va dire toujours que ça va, mais comme les conséquences des décisions qu'a pris la BRB, ça freine le flux des entrées au Burundi, des visites au Burundi, ce sont moins nombreux. Franck, pour le parler sur cette question, le pouvoir de Bujumbura a l'intérêt politique de faire semblant que tout va bien. L'intérêt est politique. Pour montrer au monde qu'il est en train de préparer le processus électoral de 2020, au lieu de résoudre réellement ces questions politiques et économiques, pour justifier pourquoi le pouvoir de Bujumbura a refusé toute négociation avec les opposants et il doit justifier que tout va bien. La preuve, d'ailleurs, est la plus cruelle. Est-ce que ce n'est pas surtout pour les Burundais qui sont à l'intérieur du pays, auxquels c'est peut-être plus facile de dire que les médias qui parlent du fait que les choses ne vont pas bien sont en train de mentir? Non, il y a des signes qui ne trompent pas. D'ailleurs, c'est l'exemple que j'allais vous donner est la plus cruelle. Il y a la malaria, l'épidémie de la malaria, qui a déjà fait
autant de victimes, mais qui est à l'étape, je dirais, épidémique. Mais le pouvoir de Bujumbura a refusé d'accepter, de reconnaître qu'il y a une épidémie de la malaria. Et le pouvoir s'en fout de ces victimes de la malaria, de sa population qui meurt. Et pour un intérêt, je dirais politique, pour montrer à la face du monde que tout va bien au Burundi, et le processus électoral de 2020, c'est la seule préoccupation du pouvoir aujourd'hui. Et ils le disent haut et fort. Et Thierry, tant que nous sommes avec vous, aujourd'hui il y a le retour par exemple de politiciens comme Anissé Nyonguru et les siens, d'autres membres de son parti, qui se sont rapatriés mercredi. Est-ce que cela ne risque pas de faire dire justement à ceux qui parlent de personnes qui sont en train de fuir, qui sont encore en train de mentir? Ce ne serait qu'une simple récupération politique. Sinon, Anissé Nyonguru n'est pas la seule personnalité politique de l'opposition qui est au Burundi. Nous savons qui était en exil, vous voulez dire? Oui, il y a d'autres qui sont au Burundi. Ceux qui ont fui le pays, que ce soit les opposants, que ce soit les politiciens ou la population, que ce soit tout le monde, ont fui la mort. Il craignait d'être tué. Si Anissé est rassuré que pour le moment, la situation pour lui est rassurée, qu'il rentre, c'est normal. Il y en avait d'autres au Burundi. Mais il y a des signes, des faits. Il y a des opposants qui sont tués. Même les partis politiques acceptés au Burundi, comme le CNL et même d'autres partis politiques, ils n'ont pas le droit de tenir des réunions. Et je ne vois pas comment est-ce que cela pourrait aller sur le crédit du pouvoir, ou comment le pouvoir pourrait le récupérer. Qu'est-ce qui est surprenant qu'une personnalité politique rentre, sur rassurer que sa sécurité est assurée, et donc ce n'est pas, qui n'a rien à craindre. Donc ce n'est pas ce retour-là qui va faire croire que tout se passe bien, tout va bien au Burundi. Si le pouvoir empêchait les Imbonerakure de maltraiter les opposants, de vandaliser les permanences des partis politiques de l'opposition, si le Yema, le pouvoir de Bujumbura permettait que l'espace politique... Le pouvoir de Gitega. Sinon, il risque de dire que vous êtes en train de les offenser. Pardon, le pouvoir de Gitega. Le pouvoir de Gitega acceptait qu'il y ait une compétition politique. Et pour qu'il y ait une compétition politique en 2020, il y a des faits qui doivent être visibles à l'avance, entre autres une commission électorale nationale indépendante et consensuelle, où tous les partis politiques concernés, ou même tous les forces vives de la nation doivent se convenir. Tous les acteurs politiques, tous les acteurs politiques, société civile, les confessions religieuses, les médias, les médias aussi, et devraient se convenir des préalables pour que ce processus électoral de 2020 aille mieux. Mais pour le moment, le pouvoir de Gitega fait cavalier seul. Il agit en solo. Il se considère comme un parti-État. Et donc, tout cela participe... Et je ne vois pas comment le retour dans cette Anissé Nyonguru et consorts pourrait en aucun cas rassurer que ce soit la communauté internationale ou les autres. De même, il y a des réfugiés burundais qui vivent en Tanzanie qui sont en train de retourner au pays. Est-ce que ce n'est pas un autre facteur qui peut minimiser le fait qu'il y ait d'autres qui sont en train de fuir, Jérôme? Dire que les réfugiés burundais qui sont en Tanzanie sont en train de retourner au pays, il y a deux facteurs. Premièrement, le gouvernement tanzanien réprime les réfugiés. Donc, il y a ceux qui fuient la Tanzanie. Donc, la terreur des autorités tanzaniennes. Et justement. Et puis, on firme et on dit que les Burundais entrent en abondance. Or, c'est la répression qui fuit de la Tanzanie. D'un autre côté, c'est le gouvernement du Burundi qui a envoyé de la milice Imbonerakure pour faire des dégâts en Tanzanie et puis qui les disent retourner au pays.
Donc, ils viennent en mission. Ça veut dire les mêmes immunocoulés Oui. qui rentrent et qui se font passer pour des réfugiés qui retournent au pays. Oui, oui. Ils retournent avec les réfugiés. Et puis, on fait, après quelques semaines, on leur donne d'autres noms. On imprime des cartes d'identité nationale comme on imprime des simples papiers au Burundi. Mais que dire de la déclaration de la représentante du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés au Burundi, qui a déclaré tout récemment, face à la presse, que la Tanzanie facilite le retour des réfugiés burundais? Justement, la Tanzanie facilite d'une autre manière. Il facilite en reprimant les réfugiés. Oui, mais, comment juger les propos de la représentante du HCR au Burundi? Ce sont des discours diplomatiques parce qu'on a toujours crié disant qu'il faut au secours aux réfugiés. La communauté internationale contemple. Donc, le HCR n'a qu'à dire cela. Et puis, pour montrer sa crédibilité, justement. Et puis, mais ça cache la réalité, donc, selon vous? Oui, en premier lieu, c'est la Tanzanie, le pays d'accueil. Si le pays d'accueil dit au HCR, il faut dire comme ça, je pense que pour ne pas être en conflit, on doit respecter. Donc, le HCR ne devrait pas faire retourner les Burundais dans un pays où la crise continue. Mais est-ce que c'est bon pour le HCR lorsqu'il y a un tel langage qui rentre en contradiction avec la réalité? Non, c'est pas bon pour une institution internationale comme le HCR. Non. Il fallait dire il fallait prêter pour les Burundais pour trouver un troisième pays d'asile, au lieu de retourner dans un pays où la crise est toujours là. Donc il fallait négocier avec d'autres pays pour que les réfugiés burundais trouvent un autre pays qui peut les accueillir. Si la Tanzanie Merci beaucoup, Jérôme. Je rappelle que vous suivez le Club de la Presse, une émission qui est produite en synergie par la télévision Renaissance et les radios RPA et Inzamba Agate Kakawe. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler notamment des réfugiés qui sont en train plutôt de Burundais, qui sont en train de fuir encore une fois le pays. Mais dans cette deuxième partie, nous allons parler des méfaits des pluies torrentielles qui s'abattent sur le pays depuis quelques semaines. Et nous sommes avec deux invités, Jérôme Kazabukeye du journal en ligne itaraburundi.com et Thierry Bigirindavi. Bizindavi, je confonds. Bigindavi, excusez-moi, qui est de la télévision Renaissance. Et justement, Thierry, en parlant de ces méfaits des pluies torrentielles, c'est un triste bilan, n'est-ce pas? Oui. Dernièrement, la semaine dernière, il y a eu, je dirais, plus de 50 victimes, car c'était 40, officiellement c'est 40 victimes. 40 personnes qui sont mortes, mais il y a aussi... À travers le pays ou... Oui, à Chibitoki, dans la commune Mugina, si ma mémoire est bonne. Donc on a parlé d'une quarantaine et d'une vingtaine de disparus. Et vous savez, chez nous, quand une personne est disparue dans ces incidents, c'est-à-dire qu'on n'a pas pu trouver son corps tout simplement. Elle est morte, oui. Emporté par les eaux. Par les eaux, et oui, et dans les rivières. Peut-être que son corps sera repêché au Congo ou dans une autre commune. Ça qu'on puisse l'identifier. Surtout que son corps ne sera plus identifiable, sera décomposé. Oui. C'est plus grave que nous ne voyons pas déjà le gouvernement s'alarmer et prendre des mesures. Là, vous avez parlé juste de la commune de Mugina, mais est-ce que c'est la seule qui a été touchée? Nous avons aussi entendu à Kayanza plus de 200 ménages, plus de 250 ménages qui sont pour le moment sans abri. Et même ceux qui habitent dans des maisons peuvent
peuvent être emportés par ces pluies torrentielles. Qu'en est-il de ceux qui sont pour le moment sans abri, qui sont obligés de passer la nuit à la Belle Étoile? à la Belle Étoile. Oui, enfin, 6 étoiles il y a, hein, puisqu'il y en a pris il y en a pratiquement chaque jour. Oui. Et c'est plus grave parce qu'ils sont beaucoup plus exposés. Il y a des femmes et des enfants de moins de 5 ans. Et nous ne voyons pas de mesures concrètes du gouvernement pour secourir sa population qui est pour le moment en danger. On reviendra sur les mesures, justement. C'est justement peut-être la réponse de Jérôme tout de suite. Là, Jérôme, comment expliquer que les mêmes causes fassent les mêmes effets chaque année? Les malheurs qui sont cycliques, qui reviennent pratiquement dans toutes les saisons. Revenons sur le projet ou le programme Naoulambaye du Burundi, où on disait qu'on va reboiser des hectares et des hectares des arbres. Mais dans ce même projet, on a déraciné les eucalyptus qui se trouvent au bord des rivières. À Tchibitoki, on a déterré plus de 200 hectares des eucalyptus qui se trouvent sur le bord des rivières. Donc, vous voulez dire qu'on plaide pour une chose et on fait son son contraire. Oui, vraiment, la déracination de ces arbres. Moi, j'ai pleuré. J'ai écrit sur les réseaux sociaux. Pourquoi déraciner les arbres alors que c'est la source de la pluie? On disait qu'on veut éviter que la pluie, que les eaux que les arbres puissent extraire de l'eau dans les rivières. Mais maintenant qu'on a tout déraciné... Alors que ce sont les mêmes arbres qui doivent attirer la pluie. La pluie. C'était le contraire. Moi, vraiment, j'ai pensé à une route. Quand c'est au bord de la route, on met 15 mètres et d'autre côté 15 mètres. Donc, on a grandi la route. Même la rivière, si on donne 15 mètres d'un côté, 15 mètres de l'autre côté, on donne l'espace aux cultivateurs de cultiver un terrain qui est large, mais encore les arbres de l'autre côté vont pousser alors. Est-ce qu'on va déboiser, on va détruire tout les arbres? On se pose la même question, exactement, étant donné qu'il existe un ministère en charge de la prévention et de la gestion des catastrophes naturelles. Non, on a mis à la police nationale qui a... Oui, tout à fait. Mais c'est la brutalité là-bas. On a formé des environnementalistes. On a l'institut agronome. On a donc un vétérinaire. On a ETAB, on a ces facultés à l'université de Burundi. Pourquoi donner ce travail à la police alors que ce sont des biologistes qui devraient travailler dans ce ministère? C'est un département. C'est un département. Il y a un département qui est chargé de la sécurité publique, un département qui est chargé de la prévention. Ça rentre dans la sécurité, non? Non. Si la sécurité est environnementale, il fallait impliquer ceux qui ont de la connaissance. Et donc, pour vous, il y a d'ores et déjà un problème de définition des acteurs qui doivent intervenir pour la prévention et la gestion des catastrophes. C'est ça. Ce qui peut principalement expliquer cela. Oui. Et le ministère de l'environnement ne travaille pas avec la police. Donc on devrait mettre ce département-là dans le ministère de l'Environnement. On devrait mettre logiquement. Oui, logiquement. Et puis, même l'agriculture, ça va, ça peut entrer dedans. Et même le tourisme. Mais on a mis le secteur de tourisme en commerce, au ministère du Commerce. Or, pour avoir l'intérêt, il fallait d'abord que l'environnement du Burundi, la faune et la flore, se produisent pour protéger même l'environnement. Mais que dire, Thierry, du fait qu'aujourd'hui, malgré ce qui s'est passé, c'est comme si en fait rien ne s'est passé. On n'a pas entendu une haute autorité rendre hommage aux familles des victimes, sauf un tweet de la présidence de la République qui n'a fait que regretter ce qui s'est passé et les victimes que ces eaux ont emportées. Pourquoi, selon vous? C'est triste, mais ce n'est pas surprenant. Nous y sommes habitués. Nous avons même
Il y a même de nos vaillants militaires qui, quand ils sont tués... quand ils meurent sur le champ de bataille. En Somalie, nous ne voyons pas le pouvoir de Bujumbura, c'est comme si rien ne s'est passé. Oui, nous ne voyons pas les hommages qu'il fallait. C'est triste, mais nous y sommes habitués. Le pouvoir de Bujumbura est préoccupé par autre chose, entre autres la répression, ces élections de 2020. Pas vraiment, c'est le quotidien de sa population. Et pourtant, pas plus tard qu'hier, avant-hier, on a vu d'autres tweets qui sont beaucoup plus complets à l'endroit du peuple indien qui a connu le même incident, la population qui a été emportée par des éboulements. Mais également au Japon, on a vu la présidence s'étendre sur des tweets en disant « Nous rendons hommage à tout le pays et aux familles qui ont été, mais pas pour les Burundais, pas pour les familles de Cibitoke à Mugina. Mais pourquoi? Le peuple burundais est laissé pour compte. Le pouvoir est occupé par d'autres choses. Ces élections, le retour de ces... d'Aniseni Younguru les préoccupe plus que la vie de cette population de Mugina. Juste de saupoudrage pour montrer que tout va bien. Tout va bien. Et sinon, les problèmes ça ne les concerne. C'est le dernier de leurs soucis, le quotidien, la vie de cette population, les malheurs de la population. C'est le dernier de leurs soucis. Et, pour terminer, Jérôme, que faut-il faire? Que devrait faire le gouvernement pour éviter autant de malheurs cycliques au Burundi causés par les catastrophes naturelles? Le gouvernement devrait faire deux choses. Il fallait redéfinir le ministère en charge des catastrophes qui est expérimenté dans l'environnement. Une autre chose, il fallait rentabiliser la faune et la flore pour que le Burundi ait des touristes. Et puis, l'argent qui vient du tourisme peut protéger l'environnement. Au lieu de déraciner les eucalyptus, il faut planter en abondance. Et puis, la population qui plante les arbres, qu'il ait la mobilité, qu'il ait la facilité dans l'exportation des planches. Ou dans l'exploitation sur place au Burundi, de ce qui vient de l'environnement, des arbres qui sont plantés. Donc les produits qui proviennent de la flore. De la faune et de la flore. Et qui sont, si la population voit une rentabilité là-dessus, certainement que les choses iront bien. Vous avez parlé tout à l'heure du fait que la prévention et la gestion des catastrophes n'a pas été orientée dans le bon ministère. Justement. J'ai vraiment mettre dans le ministère de la police. Mais la police est connue aux barrières d'attraper ceux qui vendent des planches. Mais comment est-ce qu'une police qui est impliquée à freiner la productivité peut assurer la rentabilité alors? Donc, ou la protection de l'environnement et de tout ce qui va avec. Il protège les arbres, cette police protège, donc punit celui qui coupe l'arbre. Il n'exhorte pas celui qui plante de l'arbre. Ah donc c'est... Donc c'était... on a juste une police qui intervient d'un côté mais pas de l'autre. Oui. Et donc merci beaucoup pour ces conseils et c'est par là que prend fin cette 110e édition du Club de la Presse. Merci à vous Jérôme. Je rappelle que vous êtes directeur du journal en ligne italaburundi.com. Merci également à vous Thierry Bigirindavi, journaliste à la télévision Renaissance. Merci également à toute l'équipe technique, à toutes, à tous. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Club de la Presse.